Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de correction du dossier, force et mouvement. C'est un test, j'en faisais beaucoup à l'époque, mais là je teste un nouveau logiciel, donc écoutez, on va voir ce que ça donne, mais il a l'air très bien pour ce que j'ai besoin d'en faire. Alors donc, pour le coup, vous allez voir, on va tout passer en revue sauf le TP. Les TP ne peuvent être corrigés qu'en direct, quand vous faites vos mesures. Je peux pas revenir comme ça, après je peux en classe, mais pas comme ça là, à distance. Allez, on est parti. Donc, pour commencer, il fallait effectivement faire la liste, des systèmes qui étaient en interaction avec les différents sportifs là. Bon, ça on l'a fait ensemble, je passe très vite parce que je crois que tout le monde l'a eu, hein, mais vous les avez là, hein, mais, globalement, ne jamais oublier la terre. L'air, on l'a mis à tous les coups. Je vous le rappelle que dans les exercices pour les évaluations, je vous dirai systématiquement si l'air doit être pris en compte ou pas. Voilà. Dernière chose, pour les, interactions localisées ou réparties, cela ne concerne que les actions de contact. Je le redis, les actions à distance ne sont pas concernées par cette remarque. Alors, pour l'anecdote, pour les interactions à distance, elles sont toutes par définition réparties. Voilà. On vous demandait ensuite de faire les DOI, diagrammes objet interaction, où le but est de faire la liste, de reprendre les listes des objets qui interagissaient avec la personne étudiée là, et de représenter par des flèches ces interactions avec un trait plein qui correspond aux actions de contact et en pointillé les actions à distance. Donc vous avez là à nouveau une correction, mais là globalement pareil, je passe vite, tout le monde l'avait. Ensuite, on passait en revue l'ensemble des caractéristiques, qui doivent être, données pour décrire une force. Donc là, on les passait vraiment une par une. Donc tout d'abord, le point d'application. Alors oui, effectivement, depuis, il n'est plus au programme, mais, je voulais quand même effectivement vous le préciser, au moins vous le saurez, hein. C'est-à-dire que pour une action de contact, le point d'application, donc le point de départ de notre vecteur normalement, c'est le point de contact entre les objets. Alors que pour une action à distance, on part du centre de gravité qui est en général, pour simplifier, le centre de l'objet. Voilà, le vecteur doit partir du centre de l'objet. Bon voilà, la question ne se posera pas là pour l'évaluation puisque ça n'est plus au programme. Ensuite, on vous demandait d'indiquer la direction. Donc la direction, c'est cette droite, qui montre globalement ce qu'on appelle la droite d'action de la force. Alors, avec cette précision générale, verticale, horizontale, oblique. Alors, vous verrez, il y en a certains qui n'ont pas eu les points là, des rares, hein, mais qui malheureusement sur la droite m'ont mis une flèche. Or non, il n'y a pas de flèche, c'est vraiment une droite, elle n'a pas de sens, d'accord? Ensuite, il fallait effectivement préciser le sens de la force. Donc là, cette fois-ci, il fallait effectivement qu'il y ait une flèche. Là, globalement, tout le monde l'a, hein, je vous le montre là, mais il y a pas besoin d'en dire des tonnes. Et ensuite, donc, dernière caractéristique, c'est sa valeur. Sa valeur qui, en général, donc, doit être un nombre, hein, soit que vous allez calculer au détour d'un exercice, soit on vous le donne. C'est en newton, hein, c'est l'unité de la force. Et vous allez systématiquement devoir représenter l'échelle. Soit elle vous est donnée, tant mieux, soit elle ne vous est pas donnée, on vous demande souvent de la donner. Ou alors, s'il y a vraiment rien de tout ça, attention, il peut arriver qu'on vous demande de tracer des forces, mais je vous précise dans l'énoncé, attention au principe d'inertie, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte que certaines forces sont égales, donc que les flèches ont la même longueur. Voilà, si vous me faites à un moment, 2 forces sont censées être égales et que vous avez 2 flèches qui sont complètement différentes en termes de longueur, ça ne sera pas compté juste. Voilà rapidement ensuite, bon, on vous demande de calculer de tracer des forces. Bon, on l'avait fait ensemble, je vous le remets là, hein, mais, bon voilà, il y a pas de grand chose à en dire. L'idée d'origine, en fait, avec ces 4 schémas, j'ai laissé tomber la moitié. Je voulais pas rendre le truc plus complexe alors que c'était votre premier contact avec les forces. C'était que normalement, on devait aussi représenter les forces exercées par la main sur l'objet. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le premier cas, cette force exercée par l'aimant 2 sur l'aimant 1, là, on voit qu'effectivement, l'aimant 2 va repousser l'aimant 1 vers l'arrière, mais la main retient l'aimant, donc il y a une force qui est dans l'autre sens pour montrer que cet aimant va être immobile. Par contre, l'autre, effectivement, va bel et bien se faire la malle. Ensuite, là, rien de bien méchant, il fallait représenter les vecteurs force. Je n'ai pas fait d'histoire d'échelle, donc là, globalement, c'était bon pour tout le monde. Alors ensuite, concernant les forces à connaître, évidemment que la plus importante de toutes, c'est cette force gravitationnelle et son lien avec ce qu'on appelle le poids au quotidien. Donc cette force gravitationnelle qui est une action à distance, hein, qui a toujours la même formule, c'est-à-dire ce grand G fois la masse des... Alors à chaque fois, on va vous demander de calculer la force de gravitation, la force gravitationnelle exercée par un objet sur un autre.
Donc dans la formule, il doit apparaître la masse du premier objet fois la masse du deuxième objet, divisé par la distance qui les sépare au carré. Et attention à ce délire des unités en mètres dans la formule. Et donc ça vous donne effectivement, si vous aviez fait le calcul, 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Je rappelle que ce grand G vous sera systématiquement donné dans les exercices. Ensuite, on vous demandait, sans faire de calcul, de donner la force exercée par la Lune sur la Terre, en sachant que vous avez calculé l'inverse sur la question d'avant, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur la Lune. Or, il suffisait de remarquer, globalement, si vous m'aviez juste mis que les deux étaient égaux, bon, j'ai pris, hein, mais qu'il fallait remarquer que le calcul est le même, c'est-à-dire que vous fassiez masse de la Terre fois masse de la Lune, ou masse de la Lune fois masse de la Terre, le calcul est le même, donc la valeur est la même. Et ensuite, on vous demandait la force exercée par la Terre sur une machine, hein, qu'on appelle le LEM, lorsqu'il est posé à sa surface. Donc on retrouve la masse de la Terre, la masse du LEM, et toute la technique, hein, toute la difficulté de la question était de comprendre quelle était la distance qui séparait la Terre du LEM, vu qu'on vous dit que le LEM est posé à la surface. Et bien comme les distances se mesurent de centre à centre, et bien la distance entre le centre de la Terre et, le centre du LEM, c'est en gros, hein, à quelques centimètres près, le rayon de la Terre tout simplement. Donc c'est le rayon de la Terre qui doit apparaître dans la formule. Et vous trouviez 1,5 fois 10 puissance 5 newtons. Ensuite, de la même manière, on vous demandait exactement la même chose, mais cette fois-ci sur la Lune, et donc vous trouviez 2,4 fois 10 puissance 4 newtons. Et l'idée était aussi de comparer les deux résultats. Je ne l'ai pas écrit là, c'est vrai, bon, comparer les deux résultats, il n'y avait pas grand-chose à dire, surtout que je vous la donnais, cette réponse. Mais qu'en gros, la force exercée par la Lune sur le LEM est plus faible, vous pouviez même calculer le ratio entre les deux, hein, est plus faible que la force exercée par la Terre sur la Lune. Voilà. Et ensuite, en question 7, je vous demandais de me calculer le poids exercé par la Terre sur le poids. C'est donc une force, hein, qu'on vous avez fait étudier en troisième, avec cette formule, cette fameuse formule P égale M fois G. Et quand vous calculiez, vous trouviez exactement la même valeur que deux questions avant, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le LEM. Pour simplifier, le questionnement est un peu plus complexe que ça, mais on est en seconde, tranquille. C'est de dire que ce qu'on appelle notre poids, eh bien, c'est notre force, c'est la force exercée par la Terre sur nous, sur tout objet situé à sa surface. Et quand on écoute bien, ben oui, ça revient exactement à la même chose que cette force gravitationnelle qu'on vous fait calculer depuis tout à l'heure. C'est juste qu'en fait, la force gravitationnelle, quand vous regardez, si on prend la force gravitationnelle que la Terre exerce sur tous les objets qui sont situés à sa surface, ben la formule, elle change quasiment pas. Il y a grand G, il y a la masse de la Terre et il y a le rayon de la Terre au carré. Donc tout ça, en fait, on peut le mettre de côté, on le calcule et en fait, ça fait 9,81. C'est ce fameux petit g. Et il reste plus que la masse de l'objet que vous étudiez. Donc en fait, cette formule de P là, et c'est exactement la force exercée par la Terre sur un objet situé à sa surface. Ensuite, je vous ai entraîné à tracer des forces sur un certain nombre d'objets. Donc globalement, bon, on en a fait beaucoup ensemble, mais l'idée, attention, beaucoup ont perdu un peu des points. Les vecteurs se tracent avec une règle. Vous pouvez pas juste comme ça à la main, c'est dégueu. Et attention aussi à l'orientation de votre force. La force exercée par la Terre est toujours verticale. Toujours. La force exercée par un fil, un câble, un ressort, on appelle ça en général une tension, c'est le nom qu'on donne à cette force, hein, suit le fil, le câble, le ressort. La force, bon, là, la force exercée par la baguette est orientée évidemment vers la baguette. La force de frottement est toujours opposée au mouvement. Vous avez un objet qui est en train de glisser sur une pente, la force de frottement, elle va dans l'autre sens, elle le freine dans son mouvement. Et autre chose, parce que j'ai eu beaucoup d'erreurs, mais j'ai peut-être pas assez insisté, la force exercée par un support, qu'on appelle aussi en général la réaction du support, est toujours perpendiculaire au support. Toujours, ok. Après, cette force va être, il y a une composante qui est donc systématiquement perpendiculaire, hein, donc j'insiste, et on tient en compte le fait que certains supports créent une force de frottement. Donc c'est elle par exemple qui est dessinée ici, hein. Elle est également due au support, mais on sépare bien, on trace les deux plus tard. Si vous continuez vos études de physique, vous représenterez les deux en un seul vecteur, mais pour l'instant, chaque composante est différente. Le support a toujours une réaction perpendiculaire et à ça se rajoute une force de frottement. Voilà, globalement, je vais pas en faire des tartines. Vous avez à peu près la même chose là. Vous pouvez remarquer que le frottement, par exemple, s'oppose au mouvement du skieur, donc toujours vers l'arrière. La force exercée par la perche suit l'axe de la perche.
La force de traction, pareil, suit le câble, hein, et que la force de support est toujours perpendiculaire. Bref, rien de nouveau là. Idem ici, les forces exercées par les câbles suivent les câbles, la force exercée par la Terre est toujours verticale vers le bas dans les 2 cas, sauf bon là, je suis désolé, des fois je vois bien que c'est un peu penché. Bon, j'ai peut-être fait ça un peu trop vite là, je vois notamment la luge, la force de la Terre est un peu de travers. Par contre, la force du support, vous le voyez bien, est toujours perpendiculaire quoi qu'il arrive et là, c'était précisé, il n'y a pas de frottement. Au contraire de l'exemple suivant où là, cette fois-ci, la force de frottement est bien présente puisqu'on vous le précise. Et donc pour la balle flottant sur l'eau, eh bien voilà, vous avez les 2 forces qui s'opposent et j'ai essayé de les faire à peu près de même longueur. Alors ensuite, il y avait tout cet exercice sur le curling. Je suis désolé, j'ai scanné ça très vite et je me rends bien compte que c'est complètement de travers des fois, mais bref. Donc les 2 forces qui s'exercent sur cette pierre, hein, eh bien c'est la terre, toujours, elle est là, hein, cette force exercée par la terre. Alors attention à des certaines formulations. Quand je vous demande quelles sont les 2 forces qui s'exercent sur la pierre, j'entends des fois: «Il s'agit de la terre et du support». Techniquement, vous n'êtes pas en train de me faire de la liste de forces, vous êtes en train de me faire la liste des objets qui exercent cette force. C'est un peu subtil, mais je préfère quand même. Les 2 forces qui s'exercent sur la pierre repos sont la force exercée par la terre et la force exercée par le support. Ou vous pouvez me dire le poids, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, hein, et la réaction du support. Bref, elles portent des noms, mais si vous me dites juste la force exercée par et la force exercée par, ça marche. Mais techniquement, je vous compterai pas totalement bon si vous me dites si vous me dites juste terre et support, ça sera pas bon. Donc ensuite, bon, ben voilà, je vous ai représenté les forces. La trajectoire de la pierre avec du balayage, elle était rectiligne. Et en l'occurrence, pour ce qui est du mouvement, il était uniforme. Les 2 forces qui s'exercent sur la pierre en mouvement, eh bien, pour le coup, c'est la même chose. Et attention là-dessus, c'est une notion qui est capitale. Quand on vous dit que là, en fait, pendant que la pierre est en mouvement, la pierre a déjà été lancée. Donc la force que le sportif exerce au début, là, n'est plus considérée. En fait, vous verrez très vite, hein, en physique pour les prochaines années, ce moment-là où, par exemple, dans le cas d'un basketteur qui prend un ballon de basket et qui l'envoie, cette force qu'il va appliquer au début pour envoyer le ballon, nous, on va considérer ça comme une vitesse d'origine. C'est-à-dire que le basketteur va donner une certaine vitesse d'origine au ballon, mais à partir du moment où le bâton quitte les mains du basketteur, le basketteur n'agit plus sur le ballon. Donc après, on va étudier les forces exercées sur le ballon en prenant en compte le fait que le ballon a une certaine vitesse à l'origine. Voilà. Donc c'est pour ça que je le précise déjà là, hein. Et effectivement, que cette pierre soit immobile ou en mouvement, beh, les forces sont les mêmes, force exercée par la terre et force exercée par le support. Ensuite, nous avions tout un tas d'études de cas, hein. On a martelé, martelé, mais je veux vraiment que vous soyez hyper à l'aise avec ça, où vous avez un objet, en général, je vais vous demander son mouvement, donc là, en l'occurrence, il est mobile, puis vous faire la liste des forces. Alors je suis désolé, je viens de vous dire un truc et là, d'un coup, vous voyez le contraire. J'ai voulu gagner un peu de temps, ça me prend beaucoup de temps à corriger les dossiers, à faire les corrections et vu que c'est la première année que je le fais, beh, j'ai tout à créer. Donc j'essaye d'aller des fois un peu vite. Et donc la force subie, là, je vous mets terre et support. Alors je viens de vous dire exactement le contraire avant. Bon, techniquement, c'est force exercée par la terre, force exercée par le support. Vous les tracez, et ensuite on va en général vous demander de commenter à quoi est égale la somme de ces forces si on les additionne. Et c'est là qu'intervient ce fameux principe d'inertie. C'est-à-dire que l'objet est immobile, donc les forces se compensent. Donc ça veut dire que la force exercée par la terre plus la force exercée par le support, et tout ça en vecteur, est égal à zéro. En termes de valeur, ça donne tout simplement que les 2 forces sont de même valeur et de sens opposé, si vous voulez avoir, toute l'explication. Ensuite, vous avez un objet, là, cette fois-ci, qui est en mouvement rectiligne uniforme, les forces sont les mêmes et comme il est en mouvement rectiligne uniforme, c'est ce que dit le principe d'inertie, hein, si un objet a un mouvement rectiligne uniforme ou s'il est immobile, les forces se compensent. Donc là, les forces se compensent, donc la somme vectorielle est nulle. Cette fois-ci, vous avez un objet qui chute, donc son mouvement est rectiligne accéléré. Il ne subit qu'une force, c'est celle de la Terre. J'ai accepté quand vous m'avez mis, pour certains, la force exercée par l'air. Il n'y a pas de souci, encore une fois, je vous dirai systématiquement si elle est prise en compte ou pas. Mais le truc, c'est que le mouvement est rectiligne accéléré. Là, cette fois-ci, ce que dit la contraposée du principe d'inertie, c'est que si un objet n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces ne se compensent pas. Et là, comme l'objet accélère, ça veut dire que les forces ne se compensent pas. Évidemment, si vous m'avez mis qu'une seule force, bah oui, effectivement, les forces ne se compensent pas, il n'y en a qu'une. Si vous en aviez mis deux,
Ça signifie que la force exercée par la Terre est plus importante que la force exercée par l'air, puisque l'objet est attiré, est accéléré vers le bas. Donc ça veut dire que si on devait faire la somme des deux, hein, ça donnerait que la force exercée par la Terre plus la force exercée par l'air est différente de zéro. Ensuite, on étudiait la chute d'une goutte dans l'huile, hein, TP que les secondes 10 ont fait. Vous, bon, comme vous avez une séance qu'à sauter, vous ne l'avez pas fait, bon, c'est pas extrêmement grave non plus, hein. Le mouvement est rectiligne uniforme. Donc tout de suite, si c'est rectiligne uniforme, c'est le principe d'inertie. Les deux forces qui s'exercent sur l'huile, la force exercée par la Terre et la force exercée par l'huile. Si le mouvement est rectiligne uniforme, principe d'inertie, les forces se compensent, donc la somme vectorielle est nulle. Contrairement au cas du scooter, où cette fois-ci le scooter freine, donc le mouvement est rectiligne ralenti, donc nous sommes dans le cas de la contraposée du principe d'inertie. Les forces qui s'exercent sur lui, forces exercées par la Terre, par le support et le frottement dû au freinage. Donc cette fois-ci, les forces ne se compensent pas. Certains ont fait remarquer à juste titre que la force exercée par la Terre et la force exercée par le support, elles se compensent. Effectivement, elles sont égales dans les faits. C'est uniquement la force de frottement, là, pour le coup, qui modifie le mouvement de ce scooter. Ensuite, on faisait des études de cas où cette fois-ci, il y avait des calculs à faire. Calculs que je vois que j'ai même pas terminé là. Donc là, cette fois-ci, il fallait juste faire la liste des actions. Alors pareil, pour gain de temps, j'ai juste mis terre et air, désolé, hein, mais c'est action exercée par la terre, action exercée par l'air. Donc les directions, les sens, globalement, ça a été. Pour ce qui est de l'intensité, on vous précisait la masse de la personne là. Donc il fallait dire que P est égal à M fois G, faire le calcul de mémoire, on était sur du 77, je ne me rappelle déjà plus. Attendez, je le fais en direct parce que j'ai la calculatrice devant moi. On était sur du 785 pour arrondir. Et donc normalement, comme on vous précise que les forces se compensent, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit non plus, hein, comme les forces se compensent, mais la force exercée par l'air est de même intensité, puisqu'elle se compense. Ensuite, on étudiait la caisse retenue par la grue, donc action exercée par la terre et action exercée par la grue. J'acceptais action exercée par le câble de la grue, il n'y a pas de souci. Pareil pour les verticales vers le haut, vers le bas, il n'y a pas de souci. Et donc là encore, il fallait calculer, et vraisemblablement, j'ai oublié de mettre mes résultats. Il était de 1962 newtons hein, pour la force exercée par la Terre, et comme les forces se compensent, même chose pour l'action exercée par la grue. Puis la boule de pétanque, alors là, attention le piège, beaucoup sont tombés dedans, la masse était en grammes, or dans la formule elle est en kilogrammes, donc il fallait faire 0,7 fois 9,80, ce qui donnait un gros 6,9 newtons. Et comme les forces se compensent, là encore, l'intensité était la même pour l'action exercée par le support. Et enfin, la balle frappée par une raquette. Bon là, les valeurs étaient données, il fallait remarquer qu'une des deux forces était beaucoup plus importante, c'est-à-dire que c'est la force exercée par la raquette. Et en plus, vu que dans le nom, je mets F de R sur B, alors qu'en dessous, c'est F de T sur B, il y a quand même un gros indice. Donc voilà, globalement, attention, cette fois-ci, c'était un peu le seul cas, mais les actions exercées par la raquette, la direction est bien horizontale. Ensuite, on avait donc un petit exercice rapide à faire, où cette fois-ci, il fallait étudier le mouvement d'une bille qui était juste posée aussi. Extrêmement classique, donc les forces qui agissent sur elle sont le poids et la réaction du support. Et voilà, et ensuite il fallait les représenter. Pourquoi je vous l'ai pas mis? Non, c'est vrai, je vous l'ai pas mis, mince. Ultra classique, c'est le même que pour la pierre de curling tout à l'heure, hein. Vous avez un vecteur vers le bas, c'est la force exercée par la Terre, et un vecteur vers le haut, la réaction du support. Ensuite, on y rajoute un aimant, le mouvement devient rectiligne parce que les points sont alignés, accéléré parce qu'il y a une augmentation de la distance entre des points successifs. On voit que la distance augmente à intervalles de temps réguliers, donc c'est qu'il est en train d'accélérer. Ensuite, on vous demandait de calculer la vitesse, alors au point 4, en sachant qu'on vous dit que la première position correspond à 0. Donc il fallait bien compter, hein. Donc le point 4 correspond à l'avant-dernier point. Et donc pour calculer la vitesse au point 4, c'est la distance entre le point 4 et le point d'après, divisé par delta t. Il y a 2,5 cm entre les deux points, divisé par ces 20 millisecondes. Là, ça vous donne 125 cm par seconde ou 1,25 m par seconde. Ensuite, on vous demandait de nommer les forces qui agissent sur elle. Donc, pour le coup, poids, réaction du support. Et comme un boulet, j'ai oublié évidemment l'aimant qui attire la bille vers elle. Vers lui, puisque c'est un aimant. Et donc non, les forces ne se compensent pas car le mouvement est accéléré. C'est la contraposée du principe d'inertie. Ensuite, l'étude finale. Donc, il fallait d'abord faire les diagrammes objet-interaction du globe, de la gourde et du ballon.
Donc globalement, le globe était retenu par un fil et toujours attiré par la Terre. La gourde était posée sur le capot de la voiture et était attirée par la Terre. Le ballon aussi. À noter qu'entre la gourde et le ballon, finalement, on ne fait pas trop de différence, il y a du frottement ou pas, puisque dans les deux cas, ça vient du capot. Donc de toute manière, ça ne change rien en termes de qui agit sur les objets. Ensuite, alors je me rends compte, j'ai pas mis les tableaux parce que bon, la plupart l'ont eu, hein. La force exercée par le toit sur ballon, c'est vertical vers le haut, et la force exercée par le fil sur le globe, c'est vertical vers le haut aussi. Et ensuite, on vous demande de représenter les forces. Donc voilà, je réinsiste bien, la force exercée par le fil suit le fil, les forces exercées par la terre sont toujours verticales. La force exercée par le support, alors techniquement part du point de contact entre l'objet et le support, et il est toujours perpendiculaire. C'est pour ça que vous la voyez un peu de travers là, parce que le support est lui-même penché. Et c'est ce qui fait que le ballon bascule d'ailleurs, hein. Le ballon bascule parce qu'il est posé sur une pente. Par contre, dans le cas de la gourde, on vous dit qu'il y a une force de frottement. Donc là, elle vient s'opposer à la chute de la bille, donc elle est vers l'arrière. Ensuite, on vous demandait de calculer le poids du globe et beaucoup m'ont pris la formule et ont pris 400 grammes, alors que dans la formule, je le répète, c'est en kilogrammes. Donc vous devez trouver 3,9 newtons. Et certains oubliaient la suite de la question. On vous demandait en déduire la valeur de la force exercée par le fil sur le globe. L'objet est immobile, donc les forces se compensent, principe d'inertie. Donc la force exercée par le fil est elle aussi de 3,9 newtons. Ensuite, on vous demandait d'attribuer à chaque instant l'événement correspondant, hein, c'est-à-dire que TA correspond à il sort de l'hélicoptère. Ensuite, vitesse maximale, il atteint sa vitesse limite en TB. Ensuite, TC, on voit qu'il freine brutalement, bah oui, il vient d'ouvrir son parachute. Ensuite, on voit que la vitesse arrête de diminuer, donc en TD, il a atteint la vitesse de descente minimale. Et à TE, il a touché le sol. Et enfin, vous aviez tout un truc, alors certains n'ont pas compris, mais les phases en haut 1, 2, 3, 4 correspondaient aux 1, 2, 3, 4 qu'il y avait sur l'autre, sur le graphe. Je vous montrais des zones, et donc en fait, ça, dans la phase 1, la vitesse augmente, puis dans la phase 2, elle devient constante, puis en phase 3, elle diminue, puis en phase 4, elle devient constante. Donc, dans les deux premiers cas, le parachute était fermé, alors que dans les deux autres, il était ouvert. Ensuite, vous aviez un mouvement rectiligne accéléré, rectiligne uniforme, rectiligne ralenti et rectiligne uniforme. Et donc, à partir de là, vous pouvez dire que si c'était rectiligne uniforme, principe d'inertie. Si c'était rectiligne accéléré ou ralenti, on est dans le cadre de la contraposée. Donc, si vous êtes dans le cadre de la contraposée, c'est-à-dire que la somme des forces est différente de 0. Alors que dans le cadre des principes d'inertie, la somme des forces est égale à 0. Et ensuite, je vous demandais d'attribuer à chaque phase le bon schéma qui correspondait. Donc, en l'occurrence, ça faisait DCBA. Voilà pour cette correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en classe. Encore une fois, je n'ai pas corrigé le parti de TP. C'est pas utile, puisqu'en général, il faut commenter en temps réel les résultats que vous avez. Mais voilà. J'espère que c'était assez clair. Pas trop rapide. J'ai essayé de faire au plus court, parce que je sais que c'était un gros dossier, donc une grosse correction. Donc, moi, je vous dis bonne fin de journée.